Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. On va parler de la notion d'esprit critique, donc vraiment une notion qui est, à mes yeux, déjà est très très importante et vous le verrez que cet avis est partagé par nos experts de ce soir. Au programme du jour, donc de l'esprit critique en lien avec l'intelligence artificielle, on va parler de la confiance, du doute, l'importance de remettre un peu en question tout ce dont l'intelligence artificielle peut nous sortir, comprendre justement, vous qui êtes tous en grande partie en tout cas issus du monde éducatif, en quoi cela peut vous impacter pédagogiquement. Et puis, on va se projeter dans le futur un petit peu, parce que l'intelligence artificielle, on en est au début, mais elle est là, je pense, ne pas trop m'avancer en disant qu'elle est là pour rester. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on va s'adapter à tout cela. Donc, un charmant programme qu'on va brosser durant 1 heure et demie. Je ne serai évidemment pas seul pour parler de ce sujet, parce que sinon, il ne durerait pas 1 heure et demie, ce webinaire. On va accueillir déjà Aurélie Duriot et Franck Roch, alias les Rocs Durs. Je vous invite à me rejoindre à l'écran. Bonsoir Aurélie, bonsoir Franck, soyez bienvenus. Donc, les Rocs Durs, j'imagine que vous êtes peut-être déjà très connus dans le chat, parce que on a la chance d'avoir souvent, si on vous suit, plein de ressources, plein d'outils que vous mettez à disposition. Et donc, vous êtes formateur numérique à votre compte, mais aussi pour l'EduLab. Exactement. Non, c'est ça. Effectivement. Alors, on vient du monde de l'enseignement tous les deux. Oui. Et Je suis encore en partie. Oui, Francky est encore en partie, moi plus tout à fait, mais bon, j'y touche encore via Franck. Et nous sommes effectivement formateurs numériques spécialisés sur la question de l'intelligence artificielle, mais proposant aussi des formations sur le numérique et qui ont un axe à chaque fois plutôt réflexif. C'est ça. Eh bien, bienvenue pour ce webinaire. On est vraiment content de vous retrouver. On va passer à la suite de nos orateurs. J'invite Sandrine et Laurent à me rejoindre sur scène. Alors, Sandrine Decamp, désolé pour la petite coquille qui s'est glissée. Tu es conseillère en pédagogie, technopédagogie à la Haute École Louvain-Hainaut. Tu es aussi chargée de cours à l'UC Louvain, mais tu as aussi participé justement au parcours référent IA de l'EduLab que certains dans le public doivent connaître. Bonsoir Sandrine. Bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir à tous les participants qui sont hyper nombreux. Je vois qu'ils sont 106. Donc, je suis ravie de partager ce moment avec vous, de voir aussi que mes collègues de l'ALA, entre autres, sont présents et nourrissent avec moi dans mes activités notre réflexion autour de l'IA. Donc, je me réjouis de partager ce moment avec vous tous. Eh bien, on se réjouit aussi. Effectivement, je vois que Marie-Pierre nous dit qu'il y a une petite coquille, mais oui, on s'excuse, Sandrine, de cette petite faute d'orthographe. Et alors, on accueille notre éternel Laurent Di Pasquale, le plus, comment est-ce qu'on doit dire Laurent, le plus canadien des Liégeois, le plus liégeois des Canadiens. On a Québécois, Québécois des Liégeois, mais les deux vont bien ensemble aussi, tu sais. Alors, pour ceux qui se demanderaient, non, j'ai pas appris encore ici l'accent québécois. J'ai toujours mes expressions liégeoises et je le vis assez bien. J'en fais profiter ici les autres. C'est une richesse culturelle. Voilà. Et donc, Laurent, tu es un visage très très connu de l'EduLab et j'imagine de notre public. L'accent, il arrive, on confirme. Mais ici, tu vas pouvoir retrouver un peu ton accent belge et toutes tes expressions liégeoises que tu affectionnes tant. Et donc, Laurent, tu as, pour ceux qui ne te connaissent pas, je ne sais pas si ça existe, ceux qui ne te connaissent pas, mais tu as un passé aussi d'enseignant et puis tu t'es envolé vers le Canada, vers Québec, pour devenir conseiller en pédagogie du côté de Québec. C'est ça, à l'université ici de Québec à Rimouski. Et puis, je collabore aussi encore occasionnellement, là maintenant ici aussi, avec l'école branchée en tant que coordonnateur du projet AI Forêt du Canada, dont on fait une petite adaptation ici au Québec et où on a l'occasion d'échanger avec plusieurs enseignants. Donc voilà, merci en tout cas. Et je me réjouis, tout comme Sandrine, de partager ce beau moment avec tout le monde. Déjà, avant de se connecter, j'ai l'impression que les cerveaux chonfaient dans des belles réactions et ça nous met d'emblée en forme pour ce qui va suivre, je crois. Alors, ce webinaire, il s'appelle Intelligence artificielle et esprit critique.
On va y revenir tout de suite à l'esprit critique, mais tout d'abord, est-ce qu'on pourrait refaire le point, peut-être rapidement, sur l'intelligence artificielle, Franck, Aurélie, parce que généralement, et ça arrivait un petit peu facilement, je trouve, dans le langage courant, c'est l'IA m'a dit ça, l'IA a pensé ça, elle m'a fait faire ça. Finalement, un petit peu comme un humain, ça ne fonctionne pas tout à fait comme un humain, l'intelligence artificielle. C'est quoi finalement? Non, en effet, l'intelligence artificielle, c'est des maths, c'est que des statistiques, et donc forcément, elle va toujours nous donner la réponse la plus plausible. Le problème, c'est que la réponse la plus plausible n'est pas toujours la bonne. Et c'est là qu'arrive tout le sujet des hallucinations, c'est que l'IA, qu'elle nous réponde quelque chose qui est factuellement correct ou une hallucination, c'est-à-dire quelque chose qui est factuellement faux, pour elle, il n'y a pas de changement dans sa procédure, c'est juste ce qui est plausible. Et c'est là que l'esprit critique, tout le sujet de ce soir, va particulièrement intervenir, parce qu'il va falloir arriver à différencier ce que l'IA nous dit comme étant quelque chose, comme présenté comme quelque chose de vrai, alors que factuellement c'est faux, et ce qui est très bien présenté, mais qui est une hallucination. Tout à fait. On parle de simulation, d'imitation du raisonnement humain, et je pense que le mot est quand même relativement intéressant parce qu'un cerveau humain ne fonctionne pas du tout de la même manière qu'une intelligence artificielle. Effectivement, voilà, si dans l'apprentissage il y a des choses qui sont communes techniquement dans l'apprentissage des IA, la manière dont ils génèrent de l'information, en tout cas au niveau des IA génératives, n'est pas du tout la même manière dont fonctionne un cerveau humain. Elle va vraiment proposer des probabilités de réponse et elle va nous proposer ce qui est le plus probable statistiquement, mathématiquement parlant. Voilà, c'est une succession finalement de chiffres qui se mettent les uns à côté des autres. Même si d'ailleurs, le mot intelligence, il a peut-être même été un peu galvaudé finalement, parce que c'est un peu une erreur de traduction, si je m'abuse. Oui, il y a énormément de termes en fait qui sont propres à l'intelligence artificielle, du monde de l'intelligence artificielle, qui sont volontairement de l'anthropomorphisme. Déjà, la raison de neurones, il n'y a pas de neurones dans la machine, il y a des composantes. Il n'y a pas réellement d'intelligence, il n'y a pas un apprentissage au sens humain de la chose. Apprentissage automatique, c'est très connoté. L'apprentissage est un concept humain. Je veux dire, et dire qu'elle fait de l'apprentissage automatique, voilà, c'est faire un lien avec l'apprentissage humain. Donc finalement, toute la technicité des IA a été entourée en fait d'une terminologie, on va dire, humaine, de concepts humains, et tout ça a été grossi avec la science-fiction, les robots androïdes, l'IA égale robot. On est seulement en train de quitter quelque part cette croyance en fait qui a créé tout notre univers sociétal et fictionnel en fait. Mais donc, c'est bien important de faire la distinction entre les deux avec la prise de conscience que l'humain est encore capable de choses que l'IA n'est pas capable. Et Adrien, vas-y Laurent. Si je pouvais ici ajouter ici un petit truc intéressant avec ces super explications, c'est au regard justement ici en fait de ce qu'ils viennent de dire, en sachant ici qu'on a eu tendance à trop anthropomorphiser le fonctionnement d'une IA, on est capable aussi en fait de percevoir ici en fait les défauts en fait que les réponses ici vont en fait générer, comme les biais qui sont ici vraiment purement humains, les préjugés, des stéréotypes, tout ce tas de concepts ici qu'on va sûrement aborder par la suite. En fait, parce qu'on est aussi à la base ici en fait de cette implémentation, et quand on en a déjà conscience pour l'humain, il y a de bonnes chances ici après qu'au point de vue de l'esprit critique, on puisse ici aussi le comprendre via un algorithme. C'est ça. Alors justement, on parle d'IA et comme vous l'avez dit, on a un peu anthropomorphisé tout ça, et donc l'esprit critique et qui est aussi un peu, on l'espère encore pour de très longues années, le propre aussi de l'homme. C'est pour cela qu'on fait un peu le lien entre les deux aujourd'hui, et donc on a posé la question en préambule à notre public dans le chat de nous donner sa définition de l'esprit critique. Alors Véronique nous dit c'est la capacité de douter, la capacité de vérifier ses infos, nous dit Delphine. Bertrand nous dit l'IA produit des réponses et l'esprit critique produit des décisions. C'est analyser, évaluer, juger. Jérôme nous dit ne croire que ce qu'on voit finalement, comme saint Thomas. La capacité à prendre du recul, à vérifier ses sources, se questionner, à comparer des points de vue, pouvoir prendre du recul sur les infos généralisées par l'IA, pouvoir reconnaître le vrai du faux en vérifiant les informations, ne pas prendre les infos sans les analyser, etc. Tellement de choses, nous dit Cléo, vérifier la source de l'information, prendre le temps de la réflexion, faire la différence entre un fait et une opinion, vérifier l'information par l'analyse, etc. etc. On a déjà pas mal de réponses de la part de notre public au niveau de l'esprit critique.
Et donc, je vais me tourner naturellement vers vous maintenant, chers experts, après avoir posé la question à notre public. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'esprit critique? Et justement, à l'ère de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est plus maintenant, est-ce que c'est une compétence, voire une attitude ou une résistance finalement, un postulat? Sandrine, qu'en penses-tu? Alors, d'abord, je vais rebondir sur les commentaires qui ont été formulés dans le chat. On entend beaucoup, je lis beaucoup prendre du recul. J'avais vu le message de Mathieu Contant déjà sur c'est aussi prendre de l'information avant de prendre du recul, c'est traiter cette information. Et dans le message qu'il vient nous déposer ici, il nous dit que comme prof d'histoire, mon métier tourne énormément autour de la notion d'esprit critique. Donc, ce n'est pas quelque chose de neuf pour les enseignants. L'esprit critique, c'est une compétence qu'on est potentiellement censé développer depuis un certain bout de temps. Et l'IA ne vient que faire de remettre à jour cette compétence parce qu'elle nous questionne beaucoup par rapport au biais qu'elle peut susciter par rapport aux valeurs qu'elle porte. Et donc, pour répondre à la question sur est-ce que c'est une compétence, une attitude ou une forme de résistance, je dirais que c'est un peu les trois. D'abord, une compétence parce que c'est un geste qu'on doit apprendre. Et donc, prendre du recul, ça s'apprend. Ça veut dire que pendant les cours, on apprend à vérifier les sources. L'enseignant est là aussi pour accompagner cet esprit critique, mais aussi l'exercer. C'est aussi une attitude parce que ça nous demande d'être vigilant. Alors, pas nécessairement tout le temps dans le doute, mais en tout cas, être intéressé par comment ces outils sont construits. Et puis, une dernière forme de résistance, je dirais, mais pas une résistance contre l'IA, mais plutôt une résistance par rapport à ce qu'on appelle maintenant la passivité cognitive. Puisque ces outils nous offrent une réponse immédiate, mais ça nous demande d'être un peu résistant par rapport à cette facilité et de prendre effectivement ce temps de réflexion, ce temps de comparaison pour vérifier si les informations qui nous sont offertes sont effectivement véridiques ou si c'est le fruit simplement d'un algorithme avec une forme de probabilité comme ça a été expliqué. Et donc voilà, je pense que là, on a déjà un certain nombre d'éléments et principalement, c'est la compétence qu'on va devoir développer dans nos enseignements, en tout cas la remettre au goût du jour. Oui, justement, on le disait avant ce webinaire, hein, Laurent, que finalement, on a un peu, tu prenais la phrase que tu avais entendue, qu'on a l'impression qu'on a attendu l'intelligence artificielle pour refaire ressurgir cet esprit critique, alors que, comme le dit Sandrine, c'est quelque chose qui est ultra nécessaire et dès le plus jeune âge. Oui, tout à fait. En fait, et je vais ici, faire du pouce, comme, on dit ici au Québec, ici sur Antonin qui a commenté une, de mes publications Facebook. Donc, Antonin qui participe aussi à la COP et qui était à la base, je pense, de ce commentaire-là. Mais effectivement et puis pour, essayer d'étendre un petit peu ici ce point de vue sur, ce que c'est l'esprit critique, pour essayer de sortir un petit peu des sentiers battus, je me suis posé la question et si en fait ce qu'on pouvait dire en fait de ce concept de ce côté-ci de l'Atlantique. J'ai trouvé une ressource qui est intéressante en fait, qui nous provient ici en fait des curriculums de l'Ontario. Donc les curriculums en fait, c'est les programmes d'apprentissage. Et puis là, il distingue en fait, et c'est ça que j'ai aimé ici en fait, la littératie de la critique à l'esprit critique. Donc en fait, on part du postulat ici que pour faire preuve de cette posture, de l'esprit critique, il faut aussi avoir un ensemble de connaissances, d'habiletés, on le dit aussi, qui vont pouvoir nourrir en fait cet esprit critique. Dans ces habiletés, on a également ici en fait ici un aspect de métacognition qui va être important. Tiens, quand je lis une information, qu'est-ce que j'ai vraiment lu finalement? Essayer de prendre un petit peu de hauteur, de distance, sortir de cette immédiateté de l'information qui nous oblige parfois à faire des choix ici en fait qui sont hâtifs et qui sont nourris par un besoin de danger, d'urgence, peut-être un peu reptilien qu'on a. Mais aussi, dans cette littératie, on met vraiment le point ici en fait sur essayer de sonder l'intention. Cette littératie critique que j'ai vraiment bien aimé ici dans ce lien qu'on va vous partager dans le chat, le clavardage, il met vraiment l'aspect ici en fait sur se questionner sur l'intention au-delà du texte, au-delà de l'image, au-delà de la vidéo. Encore faut-il ici pouvoir identifier celui qui le partage, celui ici qui est à la base de la création, à l'aide de l'IA ou non. Il faudra aussi pouvoir identifier si le contenu a été fait finalement avec de l'IA et
puisque je vois ici qu'il y a aussi en fait certains petits dictons qui sont postés. Moi, il y en a un que je connais aussi, c'est on sonde les cœurs pour comprendre l'intention réelle des personnes. Bah, là, on va sonder l'intention ici d'un message, on va le décoder. Et je pense ici que ce décodage qui est fait d'un ensemble de postures va aller de pair effectivement ici avec une connaissance, ici c'est vrai, à la fois des outils, mais aussi une connaissance informationnelle. Et ça, je vais y revenir ici après, ici dans ma réponse, parce que pour moi, les deux sont indissociables, mais il y a peut-être ici un ordre logique ici en fait qu'il faut poser pour y arriver. Donc voilà pour le petit éclairage que j'avais envie d'amener de mon côté. Tu parlais justement d'immédiateté, hein. Jérôme nous dit que c'est parfois difficile de prendre le temps de prendre du recul car justement on utilise ces outils pour gagner du temps sur des tâches un peu fastidieuses. Donc pourquoi est-ce que Franck, Aurélie, j'utiliserai un outil pour gagner du temps d'un côté, mais finalement je vais perdre du temps d'un autre côté parce que je vais aller vérifier ce qu'il me raconte? C'est une très bonne question, hein, parce que Je dirais, quand on utilise l'IA régulièrement, on se rend bien compte qu'il faudra prendre du temps pour vérifier ce qu'elle nous sort et vérifier la véracité, ne serait-ce que pour ne pas dire de bêtises. Il y a des rectrices d'université qui n'ont pas fait l'effort de vérifier leur texte et elles se sont retrouvées à donner des citations d'Einstein qui n'étaient pas bonnes. Et clairement, voilà, on est dans un outil qui a fait gagner du temps, c'était une très bonne idée, sauf qu'il n'y a pas eu de vérification et au final, ça peut avoir des conséquences sur sa carrière, sur son entourage, etc. Et on est en plein là-dedans. L'IA est un outil formidable pour créer beaucoup de choses très vite. Il n'y a pas besoin de grandes compétences pour le faire. D'ailleurs, on va en parler. On peut utiliser l'IA comme outil pour travailler l'esprit critique, et donc ne pas avoir que de l'esprit critique envers l'IA, mais l'IA pour l'esprit critique. Mais il est vraiment nécessaire de voir ce qu'elle sort. Donc oui, ça fait gagner du temps. Mais si on reste dans cette idée d'immédiateté, on peut rapidement s'égarer. Tout à fait, je suis d'accord. Enfin, je vais me permettre de rebondir sur ce que tu dis, hein, parce que moi, il y a quelque chose en préparant ce webinaire, en fait, on a réfléchi à des analogies qui nous semblaient percutantes. La définition de l'esprit critique, à la base, c'est penser par soi-même. Avec le temps, elle a évolué sans penser seul, quelque part. Et je trouve que l'analogie avec l'IA, penser par soi-même sans penser seul, voilà, est assez intéressante. Autrement dit, enfin voilà, c'est aussi finalement, c'est quoi l'esprit critique? C'est se poser des questions. C'est se poser des questions plus qu'avoir des réponses. C'est finalement apprendre à poser les bonnes questions et pas à donner de bonnes réponses. Et encore une fois, là, le lien, je trouve, avec l'intelligence artificielle. Apprendre à formuler le bon prompt, la bonne question. Exactement. Penser l'interaction avec son esprit critique, finalement, il y a quelque chose de très lié entre finalement l'IA, l'intelligence artificielle, et les compétences d'esprit critique. Parce que dans leur définition même, je trouve qu'il y a quelque chose qui les rapproche. Ouais, je vois que vous avez des petits pouces qui arrivent justement en réaction. Donc, à mon avis, des membres du public partagent cet avis. Antonin, justement, dit et si c'était en la ralentissant qu'on en tirerait le meilleur, cette intelligence artificielle. Donc, oui, justement, se retirer de cette posture, comme tu l'as dit, hein, Laurent, un peu d'immédiateté de cerveau reptilien, comme si c'était un instinct de survie, et peut-être justement prendre le temps, comme tu l'as dit, Franck, d'utiliser cette intelligence artificielle pour travailler son esprit critique. Et aussi, j'ai envie, je sais bien ici que les rocs durs vont en parler après, donc je vais ici pas m'étendre sur le sujet, mais l'immédiateté de l'information pour saturer ici le paysage médiatique, c'est l'attrait aussi en fait de certaines formes de populisme qui vont avoir tendance à vouloir aussi en fait, si tellement saturant ici l'environnement, ne pas nous faire avoir accès ici à des messages qui sont eux pertinents. Et en ça ici, l'IA ici effectivement ici va jouer un rôle de saturation ici encore plus exacerbé. Il faut être vigilant ici à distinguer ici ces messages-là et peut-être prendre ici le pas inverse. Aussi, et puis après, si je laisserai la parole, mais pour le coup, il faut aussi pouvoir reconnaître des fois qu'on a tort avec l'IA et faire une démarche ici, en fait, ici de mea culpa. Et pour le coup, moi aussi, je vais faire ma démarche de mea culpa parce que ici, la petite citation que c'est formidable, on aurait dû ici, en fait, avoir l'IA pour pouvoir revérifier les sources. Ce n'était pas Antonin qui l'avait donné, mais c'était ici Gérald Thiraud qui effectue une veille incroyable ici sur les réseaux que je vous conseille de suivre et qui avait commenté une de mes publications. Voilà, je vous relaisse la parole. Eh bien, on va laisser la parole maintenant. Vas-y, si tu veux la reprendre, Aurélie. Parce que tu as parlé de cerveau reptilien et c'est une croyance qui a été c'est un concept qui a été légèrement déconstruit. Voilà. Donc justement, on est dans la déconstruction de concepts et de croyances populaires en fait. Voilà, tout simplement. Et c'est ça aussi, faire preuve d'esprit critique en fait, c'est pouvoir remettre en question finalement ce que je pense est-il bien vrai. Finalement, suspendre son jugement pour l'évaluer. Je serais ravi ici de lire ça. Merci beaucoup.
Alors, on vous pose des questions, à vous experts, hein, c'est le but de cette table ronde, mais on va aussi en poser à vous, cher public. Alors, vous allez avoir à votre écran, ne prenez pas peur, un sondage qui va arriver en guise de pop-up et on vous pose la question. Vous n'avez qu'un seul choix de réponse, hein, c'est un peu voulu, c'est un peu pour voir justement vers où vous vous orienterez. Alors, l'intelligence artificielle, et choisissez parmi ces choix de réponse, ne bouleverse pas nos façons de penser, elle ne fait que prolonger nos outils. Elle impacte positivement votre manière de raisonner ou négativement. Elle change notre manière de raisonner parfois sans que nous en ayons conscience, ou elle accroît notre efficacité mais affaiblit notre réflexion critique. Je vous invite à répondre et également, si vous voulez compléter cela, à le mettre dans le chat, mais dans un premier temps, n'hésitez pas à répondre à ce sondage et puis à compléter votre réponse dans le chat. On va analyser un petit peu les réponses que nous recevons. Alors, en direct, la majorité pour l'instant nous dit que l'intelligence artificielle change notre manière de raisonner, parfois sans que nous en ayons conscience. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Aurélie, Franck, Sandrine, Laurent? Donc, tu as dit, c'est change notre manière de raisonner parfois sans que nous en ayons conscience. Et on avait abordé effectivement la question avant le webinaire, hein, des valeurs et des idéologies sous-jacentes aux différents LLM qui sont mis à notre disposition, hein, et que la technologie n'est pas neutre. Elle est construite par des hommes, les algorithmes sont construits par des hommes qui, intentionnellement ou non intentionnellement, vont donner une orientation aux différentes LLM. Et au final, ben voilà, cette orientation va se ressentir dans les réponses que l'on va avoir de tel ou tel modèle de langage. Et donc, ça peut influencer effectivement notre manière de penser, étant donné qu'il y a des valeurs sous-jacentes dans la réponse qui nous est proposée. C'est un exercice très intéressant à faire. Essayer de rentrer des questions un peu touchy, comme définir la laïcité ou la question du dérèglement climatique ou autre, avec des IA, par exemple Grok qui va être clairement orienté, ou Mistral, ou Jess, qui est une IA qui vient des Émirats Arabes Unis. Et on verra qu'il y a des subtilités dans les réponses qui montrent clairement les orientations politiques ou idéologiques qui sont à l'arrière. Et c'est vraiment intéressant d'observer ça, parce que si on ne voit pas ces subtilités, on peut effectivement avoir un glissement de sa réflexion vers un côté ou l'autre en fonction des réponses qui sont subtilement distillées par l'IA. Voire même, ça, voilà, mais ça dépend encore une fois qui est aux commandes. Si on prend Grok, effectivement, il y a une volonté d'influence de ses utilisateurs par son IA. Donc voilà, là, enfin voilà, ce n'est même pas non intentionnel. Il y a une volonté avec toute une idéologie politique à l'arrière. Sandrine, je ne sais pas si tu voulais toi aussi prendre. Et c'est là que finalement le débat, le dialogue, tout à l'heure on parlait de penser seul. Je pense qu'il faut remettre justement cette collectivité dans la discussion et donc permettre aux utilisateurs, à nos apprenants de prendre conscience de quels sont les contextes dans lesquels ces outils sont construits, les contextes culturels mais aussi socio-économiques. Donc déconstruire un petit peu la logique du fonctionnement de ces outils permet justement de prendre conscience de son raisonnement. Il y a une autre notion qu'on pourrait aussi introduire aussi, c'est que effectivement ces outils agissent parfois comme des prothèses cognitives et donc notre raisonnement change effectivement parce qu'ils nous offrent des raccourcis cognitifs en facilitant un certain nombre de tâches et qui nous étaient peut-être un peu plus ardus ou qui nous sollicitaient avec une forme de surcharge cognitive et ça nous permet aussi de réaliser d'autres tâches. Donc, je pense qu'effectivement, ça agit sur notre raisonnement à la fois critique, mais aussi sur le raisonnement cognitif. Et ça, je pense que c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir le travailler, le discuter et éventuellement mettre en place des dispositifs pour ramener un peu de réflexion dans cette utilisation. Moi, je vois aussi les choses de manière très positive. Donc, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un ici de très positiviste, humaniste aussi. Et je me dis finalement ici qu'effectivement, ça change notre manière de penser, ça peut nous faire prendre conscience de certaines choses. Mais
est-ce que ça pourrait être aussi, en fait, ici, l'élément décisif qui nous fait prendre conscience qu'effectivement, il peut y avoir ici de la domination culturelle, qu'à un moment, ici, en fait, des personnes ici qui sont ici à l'autre bout du monde se font ici, en fait, ici asseoir, ici, en fait, et se font effacer ici leur propre culture. Dans certains ici, en fait, domaines, par exemple, qui sont attraits au colonialisme. Est-ce qu'on peut prendre conscience, finalement, est-ce que quand on met une information sur Internet, ça peut ici permettre ici d'exercer ici aussi un modèle. Je vois les gens ici maintenant ici qui m'ont l'air ici un peu plus frileux et les enseignants qui ont l'air un peu plus frileux et c'est tant mieux à partager ici des informations vis-à-vis en fait de l'IA, à partager ici en fait leurs photos, leurs voix pour que ça exerce un modèle alors qu'ils auraient peut-être été ici tout disposés à le faire si par exemple on leur proposait une promo sur un site pour avoir des pourcentages gratuits sur telle ou telle marque de vêtements. Alors c'est là ici je vois ici qu'il y a quand même un élément positif, c'est que ça fait prendre conscience que les informations qu'on envoie, elles ont une valeur qui peut permettre à un moment ici d'exercer un modèle et on peut s'inscrire aussi un moment en retrait ici en fait ici de cet exercice. Donc effectivement, ça change notre manière ici en fait peut-être de voir les choses, l'intelligence artificielle, mais ça nous rappelle avant tout à des conseils qu'on aurait dû acquérir il y a bien longtemps, je pense, et qui sont vraiment de base quand on voyage dans l'univers numérique et qui peut faire de vous des citoyens avertis. Les ruptures le disaient aussi en fait avec cet élément et cette orientation politique. On peut ici déjà ici se dire qu'avant même l'IA sur les réseaux sociaux, on devait en prendre conscience. Et maintenant, tous les partis politiques sont de plus en plus en fait, voire même ici systématiquement sur ces réseaux sociaux. Et puis là, le mécanisme, dès qu'on l'a compris, eh ben, on peut essayer de le réappliquer à toutes les sphères de notre vie. Donc je pense que ce qu'on va appliquer à l'IA, il faut aussi l'appliquer ici quand on est déconnecté de l'IA pour avoir des bons réflexes. Ouais, tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Laurent. Et d'ailleurs, de tout ce que vous avez dit, donc de toute cette posture finalement, tout cela est assez partagé par notre public aussi. Une seule personne, un seul pourcent nous dit que l'IA impacte finalement négativement notre manière de raisonner. Et donc, il y a quand même une certaine approche vis-à-vis de ce que l'IA nous dit, où on se dit, bon, voilà, on va peut-être pas prendre tout ça pour argent comptant. Donc, c'est bien déjà d'avoir cette posture. Alors, on a une nouvelle question pour vous. Je vais vous l'afficher à l'écran, cher public. On vous demande quand une IA vous donne une réponse convaincante, vous avez tendance à la vérifier systématiquement, à lui faire confiance si elle paraît logique, à douter mais ne pas savoir comment vérifier ou ne plus trop y penser. Ça marche, c'est pratique. Dites-nous un petit peu quel est votre avis sur la question, en tout cas de la manière dont vous procédez, ça va éclairer nos experts à ce niveau-là. Alors, j'affiche un peu les résultats de mon côté en direct. On a un public dont la majorité vérifie systématiquement la réponse de l'IA, même si celle-ci est convaincante. 34% nous dit faire confiance si elle paraît logique. Douter, mais ne pas savoir comment vérifier, on a un faible pourcentage, tout comme une personne qui ne plus trop y penser, ça marche, c'est pratique. Donc voilà, on a vraiment une majorité de personnes qui vérifient systématiquement, plus de la moitié de notre public, et 36% nous dit faire confiance si elle paraît logique. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Moi, j'aurais rajouté une autre proposition. Je sais que je dois le vérifier systématiquement, mais je ne le fais pas d'office. Je ne le fais pas tout le temps. Je le fais une grande majorité du temps, mais pas tout le temps. Qui, je pense, serait peut-être plus proche des pratiques des gens. Mais bon, voilà, c'est subjectif ce que je viens de dire, hein, mais parce que... Et honnêtement, alors qu'on est dans l'IA, mais dans notre quotidien, honnêtement, voilà. Bon, maintenant, l'IA, ce n'est pas un moteur de recherche. Et on vous avoue, de l'autre côté, on a tendance à plaider pour le fait qu'il ne faut pas lui demander une question à laquelle on ne peut pas facilement trouver la réponse soi-même. Et donc, demander de générer, ben, c'est évidemment ce qu'elle fait bien, parce que c'est son boulot, c'est une IA générative, mais ce n'est pas un moteur de recherche. Lui poser une question dont on ne connaît pas soi-même la réponse sans pouvoir savoir où on peut la vérifier, c'est dangereux. C'est ça, en fait. Ouais, moi, je réagirais ici sur ce que vous allez dire ici dans le point suivant, parce que j'ai un bon exemple pour exemplifier ça. Et j'avais aussi envie de rajouter aussi que quand on est ici face à un outil ici qui est comme ça paraît ici tellement simple en fait de le copier et d'y aller. Mais c'est clair ici qu'on devrait tous ici en fait avoir les démarches inverses. On en a discuté avant ici que tout le monde se connecte, mais il y avait justement ici en fait la petite étude, mais qui était ici en fait sur un échantillon ici vraiment ici très faible, mais qui était intéressant.
à soulever, qui est le lien ici, en fait, qu'on va vous partager après ici dans Collimateur. On disait justement ici que ceux qui utilisent l'IA mais sans vérifier, à terme, ici, ont leur esprit critique qu'on avait mesuré selon certains indicateurs qui diminue. Et puis, par contre, ceux qui l'utilisent et qui vont ici, en fait, vérifier si leur réponse à l'aide de l'IA ont tendance à avoir leur indicateur ici qui augmente. Alors, c'est bien ici que l'échantillon est tout petit, comme on a discuté après, mais c'est quand même ici, en fait, une belle marque de se dire que ça peut ici avoir ici les deux extrêmes, vérifier ou non. Soit être très mauvais, soit être très bon pour notre esprit critique aussi. Je vois, je fais un petit tour du côté du chat. Effectivement, vient l'idée de se dire, est-ce qu'on utiliserait l'IA comme un moteur de recherche? Julien me dit, bête question, mais quitte à faire systématiquement des recherches pour vérifier la réponse de l'IA, pourquoi poser la question à l'IA? Pourquoi ne pas faire la recherche directement? Anne nous dit, par exemple, moi j'utilise peu l'IA pour des recherches, je l'utilise plus pour des productions. Donc voilà, il y a aussi, et on sait que c'est Blaise qui dit effectivement, l'IA n'est pas un moteur de recherche, surtout lorsqu'on sait tous les aspects écologiques, environnementaux qui se cachent là derrière également. Et donc c'est toi Aurélie, si je ne m'abuse, qui disait que cette notion d'esprit critique aussi faisait un peu surgir une notion d'éthique finalement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Laurent, je pense. Alors, non? Je pense que c'est Laurent qui l'a dit tantôt. Je veux bien rebondir dessus, mais je ne suis pas à l'origine de cette affirmation. On a dit beaucoup de choses après toi. Je vais vraiment essayer Sandrine a parlé d'éthique aussi. Oui. Et je pense ça sera intéressant d'avoir le point de vue de Sandrine avec sa casquette, comme elle disait, de prof du supérieur, en fait, où la question de l'éthique, peut se confondre effectivement avec l'esprit critique, mais si elle ne doit pas se confondre, en tout cas, elles sont liées d'une manière. Ok. Ouais. Moi, j'avais envie ici peut-être. Je pense qu'il y a différents niveaux de réponse. Vas-y. Pardon, décidément, on va se croiser. Il y a différents niveaux de réponse. Je pense que d'abord, sur le plan éthique, c'est vraiment important d'accompagner la réflexion des étudiants sur les enjeux, on l'a dit, géopolitiques, que ces outils amènent sur le devant de la scène. Voilà. Où mettons les pieds quand on ouvre DeepSeek, qui est un outil chinois, quand on l'interroge, effectivement, est-ce que ces réponses vont être orientées de la même façon que si on utilise un outil comme Mistral ou Claude, en fonction du contexte dans lequel il est réalisé. Sur le plan éthique, j'ai aussi envie de réagir sur le fait que dans l'enseignement supérieur, naturellement, les étudiants utilisent les outils de l'IA et ça va devenir leur compagnon, leur collaborateur de travail. Donc, c'est important de réfléchir avec eux à quel outil privilégier dans le cadre professionnel, même dans le cadre d'un stage. Les étudiants vont être amenés à rédiger un rapport de stage pour une entreprise. Ils doivent être vigilants à l'usage qu'ils font des données qu'ils vont confier à une IA qui potentiellement pourrait arriver à l'entreprise concurrente. Donc, il y a ces notions-là. Et puis, pour revenir au métier d'étudiant, il y a aussi cette notion de fracture numérique, on l'a dit. Les étudiants qui sont peut-être les moins sensibilisés à l'usage du numérique, voire qui ont peur d'utiliser une IA aujourd'hui parce qu'ils ont peur d'avoir une évaluation négative, mais finalement se coupent d'une forme de littératie de ce qu'est une IA, de comment elle fonctionne, mais aussi des différents outils potentiels qui pourraient les accompagner dans les différentes tâches. Et donc, en termes d'inclusion, l'enseignement, que ce soit de l'école primaire à l'université, en passant par tous les différents niveaux, je pense qu'aujourd'hui, ça devient un sujet de discussion et de dialogue avec nos étudiants pour suivre ces évolutions qui sont finalement très rapides. Et autant en tant qu'enseignant, on aurait intérêt à dialoguer avec nos étudiants pour pouvoir en apprendre encore plus sur ce qu'eux en font. Ouais, très clairement, c'est vrai que ce sont des outils qui bougent énormément. Je voyais dans le chat d'ailleurs quelqu'un qui disait que pour l'instant, c'était un tel outil qui était leader et que ça explose tous les benchmarks. Ça n'a pas toujours été le cas, ça change tous les mois. Il y a vraiment une affluence énorme au niveau des outils.
On va passer maintenant, si vous voulez bien, on va avancer dans la présentation avec ce premier chapitre qu'on avait abordé, annoncé sur la confiance et le doute, avec une question qui vous a été concoctée par les organisateurs de ce cycle de la COP, et je les remercie d'ailleurs pour tout le travail qu'ils ont fait en amont de ce webinaire. Ils nous posent cette question. Beaucoup d'utilisateurs font confiance à une IA comme un sage numérique. Or, l'esprit critique, c'est souvent savoir douter. Comment enseigner le doute sans tomber dans la méfiance systématique? Et je vais revenir compléter cela quand on voit aussi que dans notre sondage, 57%, la majorité vérifie systématiquement l'information qu'une IA leur donne. Donc voilà, comment est-ce qu'on enseigne ce doute sans tomber tout le temps dans la méfiance? Si vous voulez, si je peux peut-être y commencer, en sachant ici que je vais développer ici un des points ici, mais on peut tous se faire piéger, même quand on vérifie en fait. Donc, il faut aussi voir ici comment est-ce qu'on vérifie l'information. Si on a ici les bonnes techniques ici en fait de croisement de l'info qui peuvent se faire ici même sans IA. Moi, j'aurais envie ici peut-être d'apporter ici en fait cet éclairage-là. Ici en fait, même quand on vérifie l'information, je pense qu'on peut ici continuer à alimenter ici en fait ses connaissances avec des choses qui sont peut-être ici un peu plus de l'ordre du technique et qui peuvent nous faire comprendre même quand on vérifie, on peut se faire piéger. On l'a dit tantôt, une IA ici, l'utiliser ici comme un navigateur de recherche, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Moi, j'avais envie d'apporter ces deux points-là qu'on cite peut-être pas assez. De un, ici, c'est l'injection de prompt. J'ai découvert ici en fait ça ici dans un très beau café numérique qui a été ici en fait diffusé en ligne. Et là, il y avait des experts en cybersécurité ici qui expliquaient en fait quel était finalement ici ce procédé. Donc, à l'aide d'une génération ici en fait d'une requête, on va réintégrer sur un site internet et puis alors après une IA qui tomberait dessus. Si on lui demande d'analyser le site, eh bien l'IA ici va nous dire ah oui, Laurent, c'est le meilleur formateur du monde en crème pâtissière. Il fait ça de la crème pâtissière tous les jours. Alors que peut-être c'est pas vrai. Donc ça veut dire que même si l'IA ici tombe sur le site, il y a ici en fait cette injection de prompt en fait qui est finalement un nouvel enjeu de cybersécurité avec l'IA, va peut-être fausser l'esprit critique de la personne ici qui va avoir cette démarche. Donc moi je pense que pour alimenter en fait ce doute raisonnable, il faut pouvoir continuer à alimenter, comme le disait bien aussi Sandrine, la littératie, peut-être parfois sur des aspects techniques, de nouvelles méthodes de manipulation qui ont lieu avec l'IA, même en dehors de celle-ci. Donc voilà, moi, ce serait peut-être si l'éclairage que j'avais envie de donner. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce que Laurent a dit? Oui, on va rebondir, je pense. Je pense qu'on est dans une société actuellement où justement on a perverti cette compétence, les compétences qui sont relatives au développement de l'esprit critique, justement en tombant dans l'excès inverse qui est la critique de tout et de rien en fait. Il y a eu un manque justement de littératie critique, comme tu disais Laurent, avec cet article canadien depuis le plus jeune âge. Et donc les concepts se sont mélangés dans la tête des gens. Et avoir un esprit critique, c'est dire moi j'ai mon opinion, c'est ainsi, c'est pas autrement. Et donc ça, ce sont des choses en fait qui doivent être travaillées dès la maternelle. Je veux dire, nos référentiels, comme tu dis, tu vas aborder le référentiel je pense, de l'UNESCO, mais nos référentiels actuellement ne prennent pas suffisamment à cœur ces compétences. Alors, si elles ont pris conscience qu'il fallait travailler les compétences en termes de littératie numérique, elles n'ont pas compris qu'elles devaient travailler la littératie critique. Et le temps qu'on rechange nos référentiels, parce qu'on vient de les changer, je me questionne sur l'avancement de l'IA et la société. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment reconceptualiser ce qu'on attend par esprit critique et qu'est-ce que ça doit apporter comme compétence. Voilà, qu'est-ce qu'on doit développer. Voilà, parce que sinon, effectivement, on tombe dans le doute, on tombe dans la dividende du menteur, on remet tout en cause, plus rien n'est vrai. Ce qui est une démarche volontaire de beaucoup de manipulateurs, vouloir volontairement qu'on doute de tout. Tout à fait. Donc, finalement, on est dans cette société où chacun a raison. On l'a vu avec le Covid, on le voit avec Trump actuellement, où j'ai ma vérité et tant pis pour les autres, et j'imposerai ma vérité. Donc, voilà, je pense qu'il est plus que temps d'avoir une réflexion sur justement comment arriver à développer ses compétences sans tomber dans l'extrême, mais dès le maternel. Je rejoins ce que a dit Sandrine personnellement. Enfin, je pense que tout ce que tu as dit peut s'appliquer pour le secondaire et le primaire, et le fondamental,
à leur niveau, bien évidemment, mais en fait, ça doit être l'aboutissement finalement. Enfin, je veux dire, quand on arrive à votre niveau, on doit être capable, on ne doit plus essayer, on doit l'être en fait. Et c'est là où je pense qu'on est nulle part. Voilà. Et bon, heureusement, sûrement changer les choses. Je vois dans les commentaires, dans le chat, on nous dit l'erreur est humaine, c'est apprendre à faire confiance en fixant des limites, nous dit Marie. Et Mathieu nous dit bien d'accord avec toi, Aurélie, c'est pour cela, par exemple, je ne comprends pas que le cours d'histoire sciences humaines ait été supprimé du programme des 7e qualifs qui pourtant obtiennent leur CSS en fin d'année. Je rejoins tout à fait. Enfin, ça fait des années que moi personnellement, mais c'est totalement subjectif, nous sommes persuadés que des cours d'histoire, des cours de sciences sociales, de sciences économiques, de géographie, voilà, sont des cours essentiels au développement d'une citoyenneté critique. Tant qu'on continuera à croire que les mathématiques, le français, les langues et les sciences, c'est les compétences suprêmes et qu'on mettra ces compétences sur le côté, on aura la société qu'on mérite. Voilà. Après, c'est subjectif ce que je dis. Je vais donner un éclairage de terrain et je pense que beaucoup de profs sont d'accord avec moi. Moi, je donne cours de maths. C'est un cours avec énormément d'heures par semaine. En conseil de classe, quand je parle, tout le monde m'écoute parce que les profs de maths, les profs de français, on a la sainte parole, tout le monde doit les écouter. Alors qu'honnêtement, on ne peut pas créer une société efficiente avec uniquement des gens qui sont calés en mathématiques. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important, c'est très important les maths, évidemment, c'est important. Mais les cours philosophiques, les cours d'histoire qui permettent d'avoir des notions des erreurs passées pour ne pas les reproduire, des notions de vivre ensemble qui sont indispensables à l'heure actuelle, surtout dans un monde multiculturel qui est le nôtre, ont à mon sens autant d'importance que des cours purement techniques comme les cours de mathématiques. C'est très important les cours de maths, c'est très important les cours de français, mais tant qu'on aura l'idée de former une société d'ingénieurs plutôt qu'une société de poètes et de gens et de pensants, on risque d'avoir de gros problèmes parce qu'on sort de tout ce qui est humain pour entrer purement dans la technique. Et science sans conscience et Corinne de l'âme, on est reparti là-dedans. Très clairement. Comme on disait tantôt, l'IA est un révélateur de choses qui étaient déjà existantes avant, d'une société avec déjà ses failles, mais là, la situation devient de plus en plus insoutenable vu la rapidité avec laquelle l'IA s'impose et se développe. Alors, justement, parler de tous ces cours… Vas-y, Sandrine, pardon. Oui, je voudrais en profiter pour relayer un des commentaires que je vois dans la conversation. Ma collègue Christelle Bonnier, qui réfléchit beaucoup à l'intégration de l'IA dans la réalisation des travaux des étudiants, nous répond pour les étudiants du supérieur, c'est en établissant un cadre, en distinguant les critères, alors ça bouge très fort, donc je ne le vois pas, on crée le doute dans des critères explicites, valoriser la décision. Donc on voit qu'il y a toute une réflexion sur le fait que, l'esprit critique, c'est une compétence qui est transversale, et donc elle n'est pas associée à un cours disciplinaire en particulier, mais je pense que chaque enseignant, dans le cadre de son cours, peut développer par des questionnements sur d'où viennent cette source, quels sont les angles morts de la réponse de l'IA, comment je peux tester. Donc, il y a des activités d'apprentissage qui sont à revoir au sein de nos enseignements pour réintroduire ce développement de l'esprit critique. Et on le voit dans les témoignages, beaucoup d'enseignants se sont déjà bien informés grâce à l'EduLab et d'autres formations et ont déjà mis en place des dispositifs pour accompagner les étudiants. Alors, on va aborder justement, parce que c'est une belle transition de parler de tous ces cours, on va rentrer un peu plus dans l'enseignement et la pédagogie. Et donc, avec ce deuxième chapitre, comprendre les impacts pédagogiques. Et avec une question pour toi, Sandrine, dans ton expérience éducative, est-ce que tu observes un risque que l'usage de l'IA diminue la curiosité intellectuelle, que finalement, on prend tout pour acquis et c'est bon comme ça, ou au contraire, ça la stimule et les élèves vont justement chercher un peu plus par eux-mêmes pour challenger ces réponses de l'IA. Quel est ce que tu observes, toi ? Je dirais comme tout outil, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Donc, on va reprendre le concept bien connu de Stigler, qui est un des premiers philosophes à avoir réfléchi sur l'usage des outils numériques, et il nous parle de pharmacom en disant que ça peut être à la fois le remède ou
ou le poison. Et donc, en termes de créativité, ça peut soutenir notre créativité. Je voyais le commentaire de Manuela Guisset tout à l'heure qui témoignait du soutien à sa créativité. Effectivement, il y a une forme de divergence. Quand on utilise un outil comme ChatGPT, il nous relance, il nous fait des propositions. On va parfois un peu plus loin que ce qu'on lui a demandé. Parfois, il nous met sur une voie un peu différent de ce qu'on cherchait, mais il y a effectivement une possibilité de développer sa créativité avec ce support. Le risque, effectivement, c'est que ces outils deviennent tous similaires et qu'on soit amené à utiliser un ou deux outils par habitude et qu'on ne soit pas peut-être vigilant à diversifier nos approches. J'ai repris dans la diapositive que tu viens de présenter aussi le petit livre qui vient de sortir de Anna Lombert, qui est la personne qui a suivi la réflexion de Bernard Stiegler, et elle nous a sorti un tout petit livre qui est vraiment facile d'accès, qui s'appelle La bêtise artificielle, et elle nous alerte sur la nécessité de garder une forme de noésodiversité, ça veut dire une forme de biodiversité finalement. Pour être créatif, on doit se frotter à différents outils, à différentes interactions, qu'elles soient humaines ou artificielles, et ne pas oublier qu'une intelligence qui est dite artificielle, c'est surtout un automate, c'est une machine qui fait des calculs. Donc, ce n'est pas elle qui va forcément nous permettre d'ouvrir notre imaginaire. Par contre, si on est plusieurs à y réfléchir, on peut aussi faire usage de l'IA pour développer d'autres manières de s'en servir. Donc voilà, je pense par exemple à des dispositifs un peu similaires à Wikipédia, comme on l'a vécu, où c'est une communauté d'humains qui crée la connaissance. Est-ce qu'on ne devrait pas encore maintenant se remettre ensemble sur créons nos propres algorithmes qui correspondent à nos usages et à nos valeurs? C'est un peu ce qu'elle défend dans sa philosophie. Ça peut être utopiste, mais je pense qu'il faut avoir, un peu comme Laurent, certains idéaux, en tout cas, donnés à nourrir l'imaginaire de nos étudiants pour pouvoir en faire des outils qui sont au service de la société. Je suis d'accord avec toi, mais on peut se poser la question de savoir quels sont les bons idéaux et les bonnes valeurs. Voilà, c'est juste ça. Est-ce qu'il y en a des bons déjà? Est-ce qu'il y en a des bons? C'est quoi les bons idéaux et les bonnes valeurs dans nos sociétés? Et voilà, la bonne IA pour certains ne sera pas la bonne IA pour d'autres. Donc, c'est des idéologies, des valeurs qui sont propres. Et donc, c'est beau, mais ça demande d'arriver à une sorte de compromis en termes de valeurs. Parce que, voilà, c'est ce qui fait la base de nos sociétés. Nous ne partageons pas tous les mêmes valeurs. Peut-être ici qu'il y a un point de philosophie ici pour pouvoir ici nous réunir et regarder ici en fait comment rassembler ce qui est épars. Condorcet ici se demandait c'était quoi le progrès, et pour lui il y avait 3 ici facteurs au progrès. L'un d'eux ici c'était ici que toute forme de progrès ici doit pouvoir ici permettre de réduire ici les inégalités sociales. Peut-être ici qu'on pourrait aussi se baser sur ça pour pouvoir ici considérer ici ce qui peut être ici aussi un facteur de progrès avec les IA ou non. C'est intéressant. J'aime bien l'article, l'étude. Effectivement. Voilà. On a une question qui vient d'arriver d'Uriel, et n'hésitez pas à faire comme Uriel, à nous poser toutes vos questions dans l'onglet questions. Nos experts sont bien évidemment là pour y répondre. Et c'est une question qui rejoint justement le premier cycle que nous avions fait dans le cadre de cette saison 6 de la COP. On avait déjà eu cette question qu'il est parfois fait mention que les élèves et les étudiants perdent confiance en leur capacité au profit de la réponse fournie par l'IA, qu'ils estiment plus correcte que la leur. On avait eu le témoignage d'ailleurs lors du précédent webinaire que justement certains étudiants avaient la bonne réponse, parfois la mettaient dans l'IA, et puis l'IA disait que ce n'était pas la bonne réponse, et du coup ils mettaient la réponse de l'IA. Et donc, est-ce qu'on doit avoir peur de cette tendance chez les experts? La tendance chez les étudiants ou chez les profs?
tu vois? C'est Mais en tout bien. cas, ici, moi, c'est une tendance ici, c'est clair, ici, je le nomme depuis le début, ici, en fait, ici, qui me fait peur? Parce qu'on ne renforce pas la confiance des étudiants. Ils sont toujours ici en stress de se dire ici, tiens, est-ce qu'on va penser que je l'ai fait avec l'IA parce que c'est trop bien? Ma sœur est encore aux études pour le moment et je sais à quel point ici, ça peut être un objet ici, en fait, de réflexion. Je pense ici qu'on gagnerait tous ici à avoir des balises claires dans l'évaluation ici, qu'est-ce qu'on fait pas, à quel moment. Mais ça, c'est aussi intéressant parce que pour répondre à cette question, je pense que le livrable de la communauté de pratique précédente va pouvoir ici apporter certains aspects ici d'encadrement qui va peut-être atténuer ici cette perte de confiance, j'espère. Vas-y, Ouais. je te laisse la parole. Je J'ai rebondis envie de après. dire aussi que, bon, je suis d'accord sur le fait que, effectivement, beaucoup d'étudiants, d'enseignants, etc., peuvent se poser des questions par rapport à leur niveau de compétence quand une IA peut rédiger plus vite que mieux. Quand on rejoint ce que tu disais avec Condorcet, que là, il y a un facteur de, de réduction des inégalités sociales, notamment pour les personnes qui souffrent de dyslexie ou autre, pour des étudiants, pour des personnes qui ont des problèmes d'illettrisme ou autre, qui leur permet d'avoir accès plus facilement à des textes, à une rédaction de textes de qualité. Et aussi, on a à l'aune du développement de pas mal de nouvelles compétences qui ne sont pas forcément flagrantes. Il est clair que plus personne ne sait, quasiment plus personne, beaucoup moins qu'avant, en tout cas, ne savent entretenir un cheval comme on savait le faire avant. Par contre, on sait tous comment on fait le plein d'une voiture. Je ne suis pas certain que c'était la même chose il y a 100 ans. Et l'arrivée de l'IA fait que des compétences comme le prompting, comme le fact-checking, comme vérifier ce qu'on a obtenu, va devoir se développer, compétences qui ne sont pas encore au grand jour, parce qu'on est vraiment dans les balbutiements, alors que certaines compétences qui sont très importantes, je ne vais pas dire l'inverse, telles que les compétences rédactionnelles, vont devenir moins usitées au fur et à mesure, alors que ça reste des compétences importantes, mais d'autres compétences qui permettraient de reprendre confiance en soi ne sont pas encore au grand jour parce qu'on est en train de les découvrir en fait. L'article que tu as partagé tantôt du collimateur, de la veille du collimateur, l'aborde justement cette question de déplacement des compétences cognitives. Enfin, c'est une des analyses de l'étude, qu'il n'y a pas moins de compétences critiques et cognitives, mais qu'il y a un déplacement de nos compétences critiques et cognitives. Et on en parlait tantôt, je pense, est-ce que finalement, voilà, l'IA, si elle fait des choses à ma place, mais qu'elle me permet de gagner du temps, elle va peut-être prendre la place de compétences que j'aurais pu développer. Mais ça dépend ce que je vais faire de ce temps gagné. Est-ce que je vais le réinvestir pour lire, pour voilà, ça va dépendre aussi de voilà, est-ce que ça ne va pas nous permettre d'avoir accès à des compétences aussi importantes que d'habitude on n'a pas le temps ou quoi que ce soit. Voilà, tout va dépendre en fait de la question. Voilà, qu'est-ce que je vais faire finalement à l'heure de l'IA aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important de maîtriser? Même s'il est vrai qu'on en revient, et je vais terminer là-dessus au niveau de cette sortie, sur le danger reste la société de l'instantanéité, où il faut vite la réponse, il faut vite quelque chose, je ne vais pas le vérifier pour enchaîner sur autre chose, et que finalement ce temps gagné pour du réflexif, comme vient d'énoncer Aurélie, soit finalement réinvesti dans une plus grande productivité, ce qui serait dommageable, je pense. Voire une plus grande si je puis dire entre guillemets, plus grande passivité, voilà. Mais ça, voilà. Après, voilà, on va garder le côté optimiste de ce webinaire et se dire que ça va pas être le cas du tout, et que voilà, ça va nous permettre justement de développer d'autres compétences encore pas plus importantes, mais importantes. Eh bien, merci pour la réponse à la question d'Uriel. N'hésitez pas, cher public, à faire de même qu'Uriel. Si vous avez des questions, mettez-les bien évidemment dans cet onglet questions. En attendant, moi, j'ai une question que la COP a concoctée pour notre ami Laurent. Laurent, toi qui accompagnes des enseignants, comment les former pour qu'ils développent la vigilance critique de leurs élèves face aux productions de l'IA? Mais quelle question est si large quand même, on aurait pu passer en fait 1 heure en fait à discuter de ça. J'avais différents points de réponse, mais qui sont évidemment pas exhaustifs. Ça va se recouper ici avec ce que mes amis intervenants ici ont dit et aussi parfois ce que vous avez dit dans le clavardage. Mais pour moi ici en fait, pour pouvoir développer ici en fait cette compétence, il faut aussi développer en parallèle la littératie. Et la littératie en fait, c'est pas toujours ici une compréhension et une maîtrise des outils, bien qu'elle va venir après, mais c'est aussi simplement ici en fait comprendre c'est quoi un algorithme, quels sont les biais d'un algorithme, quelles sont ici en fait les implications ici en fait de ces différents algorithmes dans notre société. Mais pour moi, c'est vraiment ici en fait la base pour pouvoir développer l'esprit critique. On peut ici développer cet esprit critique correctement quand on a une base de connaissances aussi qui va être suffisante pour pouvoir aller pêcher les concepts, pour pouvoir aller pêcher les domaines ici en fait dans lesquels ils sont impliqués. Donc pour moi ici c'est vraiment ici l'incontournable. Et
il faut aussi le reciter, personne n'est à l'abri. Vous aviez aussi bien cité l'exemple avec Petra de Sutter, avec les citations qui étaient inventées. C'est pas la seule à qui ça arrivait. Il y a également ici, en fait, si je me souviens bien, la première ministre ici, en fait, c'était du Danemark, si je ne me trompe pas. Je vais ici juste pour bien vérifier. Mais oui, qui avait ici utilisé en fait aussi en fait une citation faussée dans un discours, en fait. Donc, on peut voir ici que ça a tendance ici, en fait, à se répéter quand même assez bien ici, en fait, dans l'univers médiatique, même hors ici des personnes politiques. Et donc, même nous, il faut prendre conscience qu'on peut se tromper. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est montrer aux enseignants qu'on accompagne qu'ils se trompent. Et donc, on ne dit pas quelles sont notre attention. C'est un peu de la manipulation, je sais bien, je suis désolé, mais c'est un truc qui marche. Ils sont tellement sur d'eux, on ne dit pas qu'on va aborder le fait qu'ils sont capables de se faire manipuler, et puis on les piège avec un contenu qui est généré par IA. Et puis après, on leur révèle quand même ici en fait qui se sont fait piéger et on leur explique quel a été le mécanisme de ce piège. Je l'avais fait aussi avec mes élèves quand j'étais ici professeur de sciences sociales, qui pour moi était ici un cours ici tellement merveilleux. Je te rejoins, tu sais, ici, ce cours devrait être même mis au même pied que les autres Aurélie, mais ils ne savaient pas qu'ils allaient se faire piéger. Ça a duré 1 heure et puis la deuxième heure, je leur expliquais pourquoi ils s'étaient fait piéger. Je peux vous assurer qu'ils allaient le retenir ici toute leur vie. On peut faire pareil aussi avec des adultes. Mais ça nous montre aussi, et ça Sandrine l'a dit tantôt, c'est un continuum. Ça commence pas juste en éducation supérieure, ça commence pas juste en secondaire. Dès le préscolaire, on peut commencer ici avec des activités qui sont ici à leur niveau, et si en fait pour dire ici que cet esprit critique, il est important. Alors on va pas le nommer esprit critique, mais déjà poser question sur est-ce qu'on se trompe, est-ce que c'est la vérité, est-ce que ici en fait il n'y aurait pas une erreur. Et puis progressivement, on le fait aussi dans le primaire. Ici à Rivière-du-Loup, c'est la ville où j'habite, on a pu développer ici des ateliers qui s'appelaient ici les explorateurs de l'intelligence artificielle. Et ces explorateurs, ici, à l'aide de petites activités qui étaient conçues avec Canva Code et avec d'autres outils ludiques, eh bien, abordaient de la littératie à l'IA sans jamais mettre les mains eux-mêmes dans de l'IA. Et elle est là aussi, je pense, ici, en fait, une des belles ici différences, c'est qu'on peut ici développer la littératie à l'IA sans pour autant ici faire manipuler ici les outils pour commencer dans un cadre sécurisé. Alors aussi, après, je pense que la culture informationnelle, c'est quelque chose de super important. On devrait tous ici, en fait, l'exercer au quotidien sans pour autant vouloir le lier à la littératie. Mais dans cette littératie informationnelle, c'est s'informer sur des médias ici, en fait, qui sont fiables, pouvoir aussi quand même ici les vérifier, mais aussi quand on est face à des adultes, leur donner les codes de nos élèves. Parce qu'en fait, ici, les codes informationnels de nos élèves et les nôtres, il y a peut-être ici 2 mondes de différence. On ne s'informe plus de la même manière. Et je pense ici que leur donner les références sur lesquelles ici les élèves, eux, s'informent, c'est aussi pouvoir leur donner ici les outils pour faire de l'analyse, pour déconstruire ces différentes idées, parce que ces différents médias avec lesquels les élèves eh bien, se basent vont aussi utiliser du contenu qui est généré par IA et ça fera des belles portes d'entrée. Puis à travers de tout ça, on a également ici des cadres de référence qui nous permettent ici de nous guider. Par exemple, au Québec, ici, on a les différentes dimensions de la compétence numérique. Ces différentes dimensions, elles peuvent être appliquées ici en fait par tous les enseignants dans le cadre de leurs cours. Et là, ici, on abordait ici ce passage de transversalité. Les différentes dimensions de la compétence numérique, elles peuvent s'appliquer, quel que soit notre cours. Et là, par exemple, dans l'une d'elles, eh bien, on a ici développé et mobilisé sa culture informationnelle, être critique à l'égard aussi du numérique. Mais tout ça, c'est ce qui va venir supporter ici cette nouvelle ère ici en fait de l'esprit critique aussi à l'ère de l'IA. Puis on a ici au niveau un petit peu plus ici supra des cadres internationaux qui font pas ici office ici en fait d'obligation. Par exemple ici le cadre de référence de l'UNESCO sur les compétences IA pour les apprenants, ça peut aussi être un guide qui est assez intéressant et si en fait sur lequel se baser, qui ne sera pas obligatoire, mais qu'on peut ici tout de même décider d'intégrer dans la politique de son école, dans ses chartes, pour pouvoir y arriver. Petite info au passage, certaines écoles ici en fait sont écoles UNESCO, elles ont ici une petite reconnaissance. Ça aussi en fait c'est un bel aspect ici pour essayer de développer des pratiques dans lesquelles ici vont se retrouver ici ce cadre de référence. Dans ce cadre de référence, on aborde par exemple ici les perspectives qui sont centrées sur l'humain, en gros comment est-ce que l'humain peut l'utiliser. On aborde l'éthique liée à l'IA qui va définir aussi comment est-ce qu'on va pouvoir exercer notre esprit critique, les
techniques d'application de l'IA, la manière de le critiquer et aussi des systèmes de conception de l'IA. Et tout ça est adapté ici selon ici un cheminement entre comprendre, appliquer, créer. Ça, pour moi, ici, c'est aussi une belle base pour pouvoir ici se dire comment est-ce que je développe l'esprit critique. On a plein d'exemples de compétences à atteindre dans ce cas. Et puis aussi, quand on intègre tout ça, pour moi, ici, on va pouvoir enfin atteindre ici la démarche active, à se demander c'est quoi les fonctionnalités dans les IA qui me permettent aussi d'avoir cet aspect ici de vigilance, de critique, pour pouvoir l'exercer, pour pouvoir moi aussi vérifier les réponses. Je vous donne des exemples. Par exemple, dans Gemini, on a aussi une fonctionnalité, lorsqu'on génère une réponse via l'IA, de vérification de la réponse qui va aller vérifier quelles sont les parties qui ont été générées ici par rapport ici à une source. Encore ici à nous ici de vérifier si celle-ci est fiable ou non. Et puis quand on est conscient des fonctionnalités, on va savoir ici en fait sur lesquelles jouer. Si par exemple moi je veux ici un travail qui est principalement sourcé, quel est l'outil que je vais plutôt ici favoriser? Est-ce que je vais plutôt aller vers NotebookLM? Est-ce que je vais plutôt aussi aller ici vers Perplexity? Donc cette connaissance ici technique peut nous permettre aussi après de progresser. Mais encore une fois, j'insiste, on n'est pas obligé de mettre les mains dans l'IA pour développer la littératie à l'IA et l'esprit critique à l'IA. C'est comme ça ici, moi, en fait, que je ferais à l'aide des apprenants que j'aurais en face de moi. Alors, on a une question qui est arrivée entre-temps, une question de Mathieu, qui nous dit: le tri de l'information fait partie de l'esprit critique. Comment arriver à se tenir à jour avec une telle quantité d'infos et avec des changements aussi rapides finalement? Parce que on le voit bien que les médias aussi, ils ont besoin de vivre et donc on fournit info sur info pour générer un peu de dopamine finalement. C'est un peu le système qui fonctionne ainsi. Comment est-ce qu'on fait pour trier tout ça et se tenir à jour? C'est un petit peu la question qu'on va aborder par la suite, hein. Voilà, on vous en parlera après, mais effectivement, nous, on se questionne beaucoup sur la question de l'infobésité et finalement, comment faire en sorte de fact-checker vu la quantité d'informations auxquelles on est soumis, en fait. Comment trouver le temps, comment trouver les capacités, la diversité d'informations auxquelles on est soumis. Et donc, voilà, mais encore une fois, ce n'est pas l'IA qui a fait émerger ce besoin, parce que finalement, les réseaux sociaux, c'est début des années 2000, 2004, 2005, ils ont commencé à émerger et la base d'un réseau social, c'est le partage. Donc, voilà, si on ne partage pas, il n'y a pas de réseau social. Et à partir de là, on a commencé à partager sans vérifier les sources et donc, voilà, la viralité et tout ça. Donc, c'est une très bonne question, mais on peut se la poser sur les réseaux sociaux et se dire, mais comment je fais face à cette infobésité, cette masse d'informations? Et effectivement, la réponse est, il n'est pas possible de tout fact-checker. Voilà, nous sommes humains et il est impossible. Voilà, c'est comme on l'a dit, on ne vérifie pas tout le temps, on devrait le faire, ce que propose l'IA, parce que tout simplement, on est humain, on a des vies de famille, on ne fait pas que travailler 24 heures sur 24 et qu'intellectuellement, à un moment, on doit se reposer. Et oui, on a envie de partager un petit truc sur les réseaux sociaux sans l'avoir vérifié ou de faire confiance à l'IA, même si on ne devrait pas, parce qu'on est fatigué, parce que plein de raisons. Donc, ça demande une réflexion, effectivement. Ce sur quoi je vais apporter mon attention? Quelle est l'information qui est utile de fact-checker? Voilà. Et nous, on a réfléchi un petit peu à cette démarche qui est, si je dois fact-checker, qu'est-ce que je fact-check? Voilà, en priorité. Mais là, ça demande effectivement des compétences d'EAM, d'éducation aux médias, sur la reconnaissance. Quel type d'information j'ai face à moi? C'est une sorte de méta-esprit critique. Il faut en premier positionner son esprit critique sur avant d'aller exercer le fact-checking, qu'est-ce que je vais aller fact-checker? Avoir une première vue de l'information pour savoir si celle-ci mérite d'être vérifiée ou si finalement, c'est par exemple une publicité et je ne vais pas aller vérifier une publicité vu qu'elle est forcément orientée, elle cherche à me vendre quelque chose, par exemple. Logique, effectivement. Oui, même ça veut vraiment bien dire qu'en fait, on doit développer sa méthodologie. Sa méthodologie, je ne sais pas. Veille. Parce qu'encore une fois, faire une veille. Quels sont les critères? Voilà. Okay. Quels sont les critères qu'on prend en considération? Effectivement, on est tous et toutes sur les réseaux sociaux, on est très actifs, ça nous prend beaucoup de temps et donc privilégier peut-être des contenus qui sont publiés dans des revues scientifiques, c'est peut-être un des critères qu'on pourrait se donner en fonction de nos intérêts respectifs. Moi, je privilégierais peut-être des personnes qui vont partager de l'information
qui aura déjà été validé par les pairs dans un processus plutôt scientifique. Je pense que ça potentiellement, ça pourrait être une des démarches. Mais je rejoins tout à fait l'idée que c'est une métacompétence et que là, en fait, c'est nous-mêmes qui nous posons la question de comment je vais développer mon propre esprit critique par rapport aux ressources que j'ai envie de partager moi-même. Est-ce qu'elles ont de la valeur? Est-ce que c'est important de les partager dans une forme d'ouverture et d'open education, ou est-ce que je privilégie des méthodes de partage qui sont un peu plus rigoureuses et par lesquelles d'autres personnes vont peut-être apporter leur point de vue? Quelque chose Tout qui le monde pourrait potentiellement peut publier quelque chose. quelque chose qui pourrait aussi venir soutenir Vas-y. ici, en fait, si ce que Sandrine, tu dis, ce que les rocs durs aussi ont amené, c'est apporter aussi à un moment des personnes qui font ce travail de vulgarisation et de debunk, comme on dit sur Internet, parce que encore une fois, on n'a pas entendu ici Guilla pour avoir ici en fait cette démarche d'esprit critique, mais certains le font extrêmement bien. Il y a des personnes ici, moi ici en fait que j'ai mis ici en priorité dans mon fil d'actualité et dans mes chaînes YouTube que je consulte, qui font du debunk au quotidien et qui apprennent aussi en fait la démarche de doute raisonnable, un petit peu moi je trouve que c'est quelque chose ici qui m'a beaucoup aidé avant même l'IA, et que si on lit ici après la démarche d'IA, en le fournissant à nos élèves, encore une fois, on peut rencontrer ici deux choses, c'est les attentes au point de vue de la littératie et jouer sur les codes de nos étudiants et de nos élèves qui, eux, s'informent peut-être potentiellement avec ces youtubeurs, avec ces personnes qui sont accessibles sur les médias et qui font justement cette vulgarisation, à mon avis. Je vous rejoins tout à fait, tous les deux, Sandrine aussi, mais tout va, voilà, le fait de s'axer, comme l'a dit Laurent, effectivement, sur des articles scientifiques demande déjà la possibilité de pouvoir comprendre un article scientifique. Enfin, chacun est enfermé dans sa bulle de filtre en fonction de toute une série de raisons, en fait. Donc, voilà, par exemple, un article de la RTBF, c'est une manière de s'informer aussi. Il y a 30 personnes, enfin, ils ont une équipe de débunkage FEKI. Voilà, je ne sais pas combien de personnes qui travaillent pour FEKI, mais c'est une équipe entière, c'est une partie d'un service, quoi. Effectivement, c'est un boulot, et je te rejoins tout à fait, ça prend du temps et c'est un boulot, mais il faut aussi se poser la question en fonction de la bulle dans laquelle on est. Mais là, il faut avoir encore conscience qu'on est dans une bulle, en fait. Voilà, que le fil d'actualité de Sandrine ne sera pas le fil d'actualité de mon voisin, par exemple. C'est vrai que dans tous les cas, je pense qu'il faut rejeter des phrases passées du type vous n'avez qu'à fact-checker, si tu t'es fait abattre, tu n'avais qu'à les vérifier. Qu'on va souvent donner à des jeunes et qui, je trouve, est une façon de botter en touche facile, parce que s'il y a des gens qui sont une équipe complète, je pense à l'RTBF par exemple, ou ce sont des journalistes professionnels ou des gens qui le font de façon professionnelle, comme ceux que tu évoquais, Laurent, qui vont débunker, c'est pas pour qu'un gamin de 16-17 ans puisse tout seul dans son coin avec son téléphone arriver à débunker des choses. Ça ne fonctionne pas. Et donc, lui taper la balle en disant « t'avais qu'à vérifier, c'est toi qui es en tort », c'est un peu facile, quoi. Et donc, je trouve la piste intéressante, en fait, de s'entourer dans sa bulle. Voilà, et ça serait peut-être une piste, je veux dire, en termes de développement de l'esprit critique, apprendre à s'entourer de personnes dont c'est le job, en fait, et les faire intégrer sa bulle de filtre, en fait. C'est un peu voilà, bizarre comme analyse, mais je trouve que ça serait une approche possible et intéressante. Ouais, c'est en tout cas ce que j'essaye de faire. Alors après, on m'a demandé ici dans le clavardage, tiens, c'est quoi tes exemples? Il y en a certains ici pour lesquels vous pourriez ne pas être d'accord. Moi, j'assume ici en fait que je suis. Donc j'ai La Tranche en biais, Défécator, Monsieur Phi, Vincent Flibustier. Sur LinkedIn, c'est vrai. C'est des exemples ici, moi aussi, en fait, qui arrivent directement ici en fait dans mon fil d'actualité. J'essaye de varier, c'est pas les mêmes selon les réseaux. Par exemple, sur LinkedIn, c'est énormément c'est vrai qui arrive, qui fait du debunk ici en fait de certains posts où on le fait en fait, où par exemple il y a une image qui est générée par IA, un post un peu à la LinkedIn qui est vous avez vu, vous avez vu un peu les trucs commerciaux. Moi ce que j'aime bien avec c'est vrai ici, c'est qu'il dit vrai, faux, à nuancer. Et il apporte ici en fait ces trois regards ici en fait sur les posts. Moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Maintenant, libre à vous aussi d'en avoir d'autres, parce qu'il y a tellement de personnes qui le font ici en fait à travers le monde que ça ne doit pas être les seuls. Voilà. Eh bien, merci pour toutes vos réponses. On pourrait peut-être les partager dans le chat d'ailleurs. Oui, on peut partager tout ça dans le chat. Et moi, ce que je vais partager dans le chat à l'instant, c'est votre site, les rocs durs, et toutes les ressources numériques qu'on peut y retrouver, parce que vous êtes très actifs là-dessus. Et on a justement une question pour vous, parce que vos outils pédagogiques, ils mettent souvent l'accent sur l'expérimentation et le questionnement.
Comment est-ce que vous accompagnez les apprenants dans l'exercice du doute rationnel face aux informations générées par l'IA et quels outils concrets utilisez-vous pour stimuler cet esprit critique? Effectivement, on a développé pas mal d'outils, mais ici, en fait, l'idée était de se dire, voilà, un petit peu dans cette idée de finalement, est-ce que finalement nos capacités critiques et cognitives vont tellement être, on va dire, diminuées, affaiblies par l'IA? On ne peut pas encore le dire scientifiquement parlant, je pense. On n'a pas encore assez de recul, de méta-analyse, de consensus scientifique sur la question. Mais l'idée était de se dire, mais tiens, est-ce que l'IA ne serait pas justement un magnifique outil, une belle opportunité pour permettre justement de travailler autrement l'esprit critique? Vu la diversité, la diversité des scénarios complexes auxquels ils peuvent nous donner accès, en fait, tout simplement, sur base de tel ou tel critère. Et donc, on a développé toute une série d'outils à ce niveau-là qu'on a appelé le kit esprit critique, en fait. On est sur une grosse douzaine d'outils pour l'instant. Voilà, on est sur une grosse douzaine d'outils et en fait, on l'a mis ici, l'esprit critique face à l'IA. C'est effectivement un sujet important, mais aussi comme opportunité de travailler le développement des compétences. Et là, j'ai fait exprès de choisir le mot en termes de pensée critique parce qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup, mais voilà, ce sont deux concepts apparentés, hein, voilà, et souvent dans la littérature qui sont très souvent, voilà, utilisés l'un pour l'autre. Mais en fait, la pensée critique, c'est la compétence, c'est la boîte à outils. Ce sont des compétences d'ordre métacognitif, cognitif. Donc, métacognitif, c'est voilà, c'est une réflexion par rapport à soi-même, comme on dit, le contrôle qualité. Ce que je pense, est-il bien vrai? N'ai-je pas des biais dans ce que je pense, dans ce que je crois? Voilà, remettre en question ma pensée. Cognitif, c'est tout un arsenal en fait d'outils, dont la logique, dont l'éducation aux médias, voilà. Épistémique, comment se construit la connaissance, le savoir. Voilà, comment se construit le savoir et la connaissance, c'est aussi de l'esprit critique. Voilà, à l'heure où voilà, la science est parfois mise en porte-à-faux, comment fonctionne par exemple la science? Et dispositionnel, on l'a abordé aussi, c'est une attitude, hein. C'est travailler aussi des compétences d'humilité, de courage, le courage de se dire « ouais, mais en fait, j'ai tort, hein. » Voilà, c'est difficile de se dire « mais en fait, je viens de raconter quelque chose qui était non fondé, qui était fallacieux. » Parce qu'effectivement, c'est quelque chose sur lequel on insiste. Moi, ta mère, nos enfants, nous sommes construits à partir de biais, et nous en avons tous effectivement, et nous ne sommes pas à l'abri, mais pouvoir les identifier et se retourner sur sa propre pensée, voilà, ça demande du courage. Ça demande effectivement une prise de recul. Et donc, on a essayé de développer en fait un outil qui reprend un petit peu, voilà, via l'aide de l'IA, la possibilité de travailler tous ces types de compétences. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'autres possibilités. Et là où on va rejoindre ce qu'on disait avec l'éducation d'esprit critique, même chez les plus jeunes, là où l'IA est vraiment intéressant, c'est que nous a permis de développer tout un tas d'applications, de les retravailler pour les rendre plus engageantes, plus ludiques, avoir une histoire à l'arrière, etc. Ce qui est notamment important, quand moi j'essaie de travailler ça avec des plus jeunes en classe, par exemple, si on arrive de façon brute avec de la théorie, même un petit quiz sur les biais, ça ne va pas passer. Tandis qu'ici, avec une histoire autour, un petit jeu, une histoire d'intrigue, de détective ou autre, ça rend nettement mieux. Et l'IA permet d'avoir cette idée, permet de créer facilement des choses sans avoir des compétences de codage, par exemple, ce qu'on n'a pas, mais que l'IA nous permet d'exploiter. Tout à fait. Ici, on a réussi à faire des petits scénarios en branchement pour travailler les compétences socratiques. Tout simplement, parce que je trouve qu'en plus, je pensais tantôt, on parlait de l'esprit critique et je me suis dit, mais Socrate, c'est déjà de l'esprit critique, on n'avait juste pas mis le mot dessus en fait. Voilà, mais effectivement, le dialogue socratique, ce sont des compétences, on va dire, plus techniques. Et donc, ça nous a permis de développer justement un petit arbre décisionnel. Si je réponds à ça à telle personne, il va se braquer. Et donc, si je veux avoir un débat constructif, je ne dois pas braquer la personne. Je dois pouvoir déconstruire ce qu'il me dit sans pour autant l'insulter. Et donc, ce sont aussi des compétences d'ordre dispositionnel, on va dire, à ce moment-là, qui sont, je me mets dans un état de dialogue constructif, en fait.
On a aussi développé un outil pour pouvoir essayer de distinguer la charge émotionnelle de l'argumentation par rapport au contenu, on va dire, plutôt brut. Ce dont qu'abordait Laurent tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Et l'idée ici n'est pas de se dire qu'il faut jeter les émotions à la poubelle, mais l'idée est de se dire qu'il faut pouvoir les identifier pour pouvoir justement savoir quel rôle ils jouent en fait dans l'argumentaire que j'ai face à moi. Et donc, on a développé toute une série de nouveaux outils, notamment sur la question de la science. Effectivement, sur la hiérarchie des preuves, donc on en parlait avec Sandrine en parlait tantôt, voilà des études scientifiques. L'avis d'un expert, effectivement, n'a pas en soi autant de valeur en fait une étude clinique, par exemple. Tout simplement, ça n'a pas du tout la même valeur qu'une étude avec des échantillons randomisés. Et donc, on voit bien, en fait, que quand on dit, et c'est ce qu'on disait tantôt lors de l'avant-présentation, quand on parle, par exemple, de cette étude, elle dit que c'est une étude. Voilà, bien se rendre compte qu'on parle d'une étude. On ne parle pas d'un consensus scientifique. Voilà. Et donc, pouvoir repositionner finalement la source dans cette pyramide. Appliquer aussi la démarche scientifique. Donc, voilà, tout ce qui est développement d'hypothèses, observation, hypothèses. Et donc, essayer de reproduire, de s'inspirer de cette démarche intellectuelle pour appréhender des situations quotidiennes ou des choses que je vois sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, on arrive tout doucement à la fin de ce webinaire et donc, comme je l'ai dit, on va un peu se projeter dans le futur parce que l'IA, elle est là pour rester. Et donc, j'ai une question pour vous, chers experts. Si dans 10 ans, vous pouviez observer une société où l'esprit critique et l'IA coexistent harmonieusement, à quoi ressemblerait-elle? Qui se mouille? On peut partir dans la version complètement utopiste? Tu peux partir dans une version utopiste, mais je voudrais que vos réponses soient concises. Je vais laisser Laurent commencer, je sens qu'il est chaud. Bon, je vais juste un tout petit passage, ça dure quelques secondes. C'est tiré ici du guide de l'UNESCO, justement. Page 13. Les élèves et les étudiants ont besoin d'être accompagnés afin de devenir des co-créateurs actifs de l'IA, mais aussi des leaders potentiels qui définiront les futures versions de l'IA et ses interactions avec la société humaine pour les générations actuelles et futures. Moi, mon but, j'espère ici que ce sera le cas, ce sera ici qu'on puisse avoir un pouvoir de décision dans la création des modèles, dans leur implémentation, pour que ça fasse vraiment progresser la société. Maintenant, est-ce que ce sera le cas? L'avenir nous le dira. Effectivement, nous, on te rejoint un petit peu. De manière complètement utopique, on pourrait imaginer que l'IA, par rapport à ce déplacement de compétences cognitives, comme on disait, nous permette d'avoir accès à des compétences critiques et cognitives auxquelles on n'a pas le temps de s'intéresser, auxquelles on n'a pas simplement l'opportunité. Donc, on pourrait imaginer que finalement, que ce gain de temps qu'on parlait avec l'IA soit réinvesti dans quelque chose de réflexif, qui fait avancer la société, qui soit pour du positif en fait. Ça serait idéalement, mais c'est une vision dans laquelle personnellement je n'y crois pas trop, mais bon, c'est très très utopique. On espère. Et Sandrine, toi, quelle serait ta vision du futur? Eh bien, moi j'espère qu'on ne va pas attendre 10 ans. J'espère, en tout cas de manière plus pragmatique, en tout cas que on va se rendre compte qu'on a affaire à des outils très puissants, mais qui ne sont pas neutres. Donc, mon vœu, c'est qu'il y ait cette prise de conscience et que nos enfants, nos apprenants deviennent des acteurs et des interprètes critiques de ces outils. Donc, qu'ils soient capables non seulement de comprendre leur fonctionnement, mais aussi de dialoguer avec eux et pourquoi pas d'en créer des nouveaux en fonction de leurs besoins. Et de manière un peu plus proche encore, à l'école ou à l'université, ce que je souhaiterais, c'est qu'on évalue moins la performance et la restitution, parce qu'on sait que l'IA va s'en charger, mais qu'on se centre davantage sur la qualité du processus, la qualité de l'argumentation, de la décision, de la justification et des arbitrages, et donc qu'on change finalement notre modèle d'évaluation. Et ça, c'est urgent, ce n'est pas dans 10 ans, c'est aujourd'hui, maintenant, parce qu'on est en train de créer de l'inéquité entre nos étudiants. Certains se sont appropriés ces outils, ont trouvé le bon outil pour la bonne tâche et ça donne une plus-value à leur travail qualitativement.
d'autres n'y sont pas. Et donc, c'est notre rôle de les accompagner pour qu'ils aient tous la même chance de comprendre l'usage qu'ils peuvent en faire et de décider s'ils vont l'utiliser ou pas. Donc voilà, je pense qu'il y a un travail à faire sur former des futurs professionnels qui seraient capables de dire non seulement voici ce que j'ai fait, mais aussi voici pourquoi et comment j'ai utilisé cet outil de telle manière. Ça sera notre façon, notre nouvelle façon de dialoguer et d'interroger nos étudiants sur le développement de leurs compétences. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, si on devait terminer, on pourrait dire que l'esprit critique, c'est quelque chose qui devait nous préoccuper depuis longtemps, comme tu l'as très bien dit. Mais là, avec l'IA, elle nous oblige à la prendre sérieusement en question. Donc, merci beaucoup pour nous avoir invités à discuter de la question aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Sandrine, Laurent, Aurélie, Franck, pour toutes ces informations que vous nous avez partagées aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vais reprendre pour clôturer le commentaire que je viens de voir, mais il y a tellement de commentaires, de remerciements qui affluent que c'est difficile de le garder sous la main, mais c'était merci de nous permettre encore d'aimer à apprendre. Le commentaire de Christina, je trouve que c'est un beau commentaire pour terminer là-dessus. À bientôt, bye bye et merci.